Bonjour à tous, Bonjour. enchanté. Alors là, on n'est que 28 a priori. On va peut-être attendre une minute que les participants nous rejoignent. Juste en amont de démarrer ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que vous pouvez directement intervenir avec vos micros et vous pouvez poser vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. Juste à droite. Donc, vous pouvez poser vos questions, on y répondra. Le but, c'est que ça soit assez interactif, qu'on puisse échanger, que vous puissiez rebondir sur ce qu'on dit. Et ça sera bien plus sympa et bien plus vivant si vous intervenez ou si vous avez des questions. Voilà. Donc, a priori, vous nous entendez. C'est déjà le principal. Hop, on a failli voir quelqu'un. Ok, bon, ouais, écoutez, on va peut-être. Ah, Ronan, salut Ronan. On va démarrer le webinaire. Je vais partager mon écran et comme je disais pour ceux qui viennent d'arriver, peut-être n'hésitez pas à nous couper, à prendre le micro, à poser vos questions. Le but c'est que ça soit assez interactif. Ah, Antoine Vio que je connais aussi. Ça roule. Bon, je vais partager mon écran. Hop. Partager écran. Tac. Salut Antoine. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Ouais, c'est bon? Ok. Parce que moi, je vous vois plus du coup maintenant. Ça marche. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler tendance et futur. Robin, s'il y a des questions, parce que moi, je les vois pas, Ouais, je les relais, ouais. tu me dis? Ok, ça roule. On va parler tendance et futur. Je voulais avant tout revenir un petit peu sur les débuts de Comet, parce que j'ai vu d'ailleurs des freelanceurs qui se connectaient, qui nous suivent et qui sont dans la communauté depuis les débuts. Je voulais donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler un petit peu du pourquoi de Comet, on va parler de l'évolution du freelancing, on va parler des impacts du Covid sur le freelancing, donc sur le marché, sur Comet, les impacts positifs et à la fois négatifs, parce qu'on voit beaucoup d'articles passer en disant qu'effectivement, il n'y a que du positif dans les impacts. On a voulu aussi revenir sur les impacts négatifs quand on est freelanceur et qu'effectivement, on a du mal, encore plus de mal potentiellement à trouver vos missions. Les grandes tendances chez Comet, et puis revenir aussi sur tous les avantages et ce pourquoi on travaille quotidiennement pour vous faciliter la vie chez Comet. Le why de Comet, et là j'ai retrouvé deux belles photos. La première photo que vous voyez, c'est la première plateforme Skilly à l'époque. Qu'on avait fait en Bubble, en no-code, puisque on n'avait pas de compétences tech au tout début et pas d'argent pour développer le produit que vous avez dans les mains quotidiennement. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil sur ce produit-là et enfin, de voir où on part et où on est arrivé. Et puis, une première photo de Skilly à l'époque qui était dans un appartement à Opéra où on était encore une petite dizaine. Donc maintenant, il y a presque 4 ans, quoi. Euh, et, euh, et à la base, le constat de Skilly au tout début, c'est qu'effectivement, nous, on est arrivé sur le marché et ce qu'on a voulu faire, c'est assainir ce marché, apporter plus de transparence, supprimer cette sous-traitance en cascade qui en plus, quand on est freelanceur, il n'y a aucune valeur ajoutée à faire de la sous-traitance en cascade. Et on le voyait, hein, nous, on est passé en société de service avant et on avait des freelanceurs qui avaient 2, 3 strates de sous-traitance en cascade. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement de créer cette communauté et de mettre en relation directe les freelanceurs et nos clients sans aucune sous-traitance. Et une des choses aussi qu'on a voulu faire, c'est participer à mettre en avant ce statut de freelanceur, participer à le sécuriser à travers tous les partenariats qu'on a pu faire, mais surtout, avant tout, évangéliser ce statut auprès de grands groupes. Et on a eu quelques belles victoires pendant ces quelques années. J'en cite une, c'est que par exemple, la Société Générale
avant que Comet soit référencé au sein de la Société Générale, les freelanceurs étaient cachés. Alors, il y avait des freelanceurs à la SG, mais les freelanceurs n'étaient pas déclarés. Comet a été le premier acteur à pouvoir officiellement travailler avec des freelanceurs au sein de la SG, et aujourd'hui, on est un des seuls acteurs à bosser chez eux officiellement. Donc, notre rôle quotidien, c'est aussi avant tout, bien sûr, de sécuriser votre statut et de vous apporter le plus de missions possible. Mais ça a été aussi côté client un travail d'arrache-pied, puisqu'il y a certains clients qui sont complètement ouverts à travailler avec des freelanceurs, et d'autres où on a eu extrêmement de mal. Je pense notamment dans le milieu bancaire ou sur des industries type Renault, où là, ça a été des combats pour justement faire en sorte que les clients n'aient plus peur de travailler avec des freelanceurs, que ce soit sur des risques légaux, que ce soit sur des risques de statut. Et donc voilà, donc ça, c'est notre mission au quotidien et ce qu'on a fait depuis la création de Skilly qui est devenu Comet, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai commencé dans le webinaire sans nous présenter. Il y a Robin qui est le Head of Sales et donc moi qui suis un des cofondateurs de Comet. J'ai directement foncé dans la présentation et je reviens sur nos présentations respectives. Alors, je voulais aussi revenir parce que c'est le sujet de notre webinaire, sur l'évolution du freelancing. En fait, pourquoi aujourd'hui le freelancing a le vent en poupe? Pourquoi aux US, on voit que un tiers de la population est freelancer? Pourquoi en fait on a ce changement-là et ce changement de rapport au travail? Et moi, je trouve qu'il s'explique relativement assez bien. En fait, c'est dans l'ère industrielle, le CDI a été créé pour justement apporter des avantages sociaux aux travailleurs. Donc, les travailleurs donnaient tout pour leur boulot, pour avoir un chômage, pour avoir une couverture sociale, pour avoir une retraite, pour avoir des congés payés. C'est ça qu'ils ont gagné en ayant le statut de salarié. Et finalement, l'innovation était un peu au second plan. C'est-à-dire que finalement, un directeur d'usine, si je caricature, il appliquait ce que ses aïeux faisaient, et il avait juste simplement à reproduire avec une workforce assez peu qualifiée. Donc l'innovation était au second plan, et surtout aussi que tout reposait sur le management, donc avec des hiérarchies très pyramidales, et puis finalement on appliquait ce que le boss disait, quoi. Et puis finalement, cette ère industrielle, elle a quand même elle a évolué. Elle a évolué dans le sens, elle a évolué avec la mondialisation. Elle a évolué notamment qu'effectivement, avec la mondialisation, avec la concurrence des marchés, on a dû innover de plus en plus rapidement. Et donc, les hiérarchies dans les sociétés se sont plus uniquement reposées sur des modèles patriarcals où on avait le boss qui guidait la société, mais le boss a dû de plus en plus laisser la place à des personnes capables d'innover, à des nouvelles compétences dans sa société pour être un bon concurrent sur ce marché mondialisé. Et ce qui a permis aussi de changer notre relation au travail. Autant effectivement le travailleur CDI qui venait d'avoir son CDI a eu énormément d'avantages sociaux, autant aujourd'hui on est plus prêt à autant finalement mettre sa vie de côté pour avoir ces avantages-là, mais on veut surtout une valeur ajoutée partagée dans le travail, des hiérarchies beaucoup plus plates et le souhait de ne plus subir son job. Et finalement, ce que je viens de dire, c'est très bien représenté par le freelancing, parce que ce qu'on recherche à travers le freelancing, c'est beaucoup plus de liberté, c'est beaucoup plus une relation de partage avec les sociétés, de se dire, ben voilà, moi je t'apporte mes compétences et toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Est-ce que tu peux m'apporter finalement un peu de formation, un peu de connaissances métiers, etc. Mais c'est une relation beaucoup plus égale dans cette relation du freelancing. Donc l'innovation a fait en sorte de pousser le freelancing, et les sociétés se sont rendues compte qu'elles devaient s'adapter et qu'elles devaient avoir une workforce beaucoup plus souple
puisqu'effectivement, l'innovation est très rapide dans ces grands groupes-là, quoi. Valentin, je me permets, parce Ouais, qu'il y a deux questions, alors qui ne sont pas en relation directe avec ce que tu viens de dire, mais il y a Zainab et Nicolas qui nous posent la question de savoir dans quelle mesure est-ce possible de travailler en tant que freelance 3 jours par semaine et s'il y a des spécificités de mission à aller chercher pour faire ça. Alors, pour vous répondre, oui, c'est possible de travailler que 3 jours par semaine. On a des missions qui sont plutôt à temps partiel. D'ailleurs, ça arrive plus souvent d'ailleurs sur des product managers que sur des devs. C'est la spécificité métier aussi qui veut ça. Néanmoins, aujourd'hui, chez nos grands groupes, ce sont plutôt des missions à temps plein. Donc, je dirais qu'une des spécificités peut-être serait peut-être de chercher plutôt des missions de PME start-up qui sont souvent soit pour des contraintes budgétaires, soit pour des plannings, etc. Vont plutôt aller chercher des missions à temps partiel. Mais c'est complètement faisable et entendable. Et on a pas mal de missions qui sont dans ce cas-là. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi enfin la majorité de nos missions, on va dire, sont plutôt des recherches de temps plein, mais ça n'exclut pas de pouvoir le faire à temps partiel, à 3 ou 4/5e. ouais. Pour compléter ce que tu dis, Robin, je pense que pour maximiser, je pense que c'est aussi ça la question derrière. Si vous voulez maximiser vos chances d'avoir une mission chez Comet, euh, allez discuter avec le client de la mission en full time et allez négocier, ou avec nous bien sûr, mais un 4 jours ou un 3 jours par semaine. Je pense que dans ce sens-là, ça fonctionne. C'est-à-dire que si le client vous veut, il pourra aussi faire des efforts. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut maximiser. Et comme disait Robin, effectivement, nous, on a une typologie de clients qui est plutôt teintée grand groupe. Et du coup, on a une typologie de mission plutôt sur du full-time. Mais tout est négociable. Même si on voit des missions full-time, tout est négociable et on le voit tous les jours. On peut négocier sa mission à 3 jours, à 4 jours par semaine. Si le client vous veut, il sera capable de faire un effort, quoi. Alors, je voulais revenir aussi sur les quelques chiffres. On a partagé ces chiffres-là dans un article cette semaine. Et je voulais aussi vous partager un teaser enfin, un documentaire qu'on a réalisé avec Samuel Durand. Le titre de ce film, de ce documentaire, c'est Work in Progress. C'est sur le future of work. Ça va bientôt sortir. Alors, on espère peut-être sur Netflix, mais sinon, ça va être sur d'autres plateformes. On va vous partager le teaser et ça résume assez bien cette première partie de webinar sur justement l'évolution du freelancing. Donc, vous verrez, il y a pas mal de très bons témoignages de freelanceurs, mais aussi de sociologues qui ont étudié la question. Et donc, si vous vous intéressez justement à ces tendances et évolutions, je vous invite à regarder alors le teaser et puis bientôt le film qui sort. Comet a participé à l'élaboration de ce film-là. Pour revenir sur quelques tendances, je le citais dans la slide précédente, ces évolutions dans l'ère du numérique, elles sont, elles sont de manière, elles se sont, ouais, c'était une énorme évolution. On l'a vu sur le marché américain. Aujourd'hui, il y a plus du tiers de la population qui est freelance. Robin vous parlera justement de l'impact du Covid. Est-ce que ça a accéléré? Est-ce que il y a eu peu d'impact, beaucoup d'impact, etc. Mais on a une accélération qui est en train de croître. Pourquoi? Parce que effectivement, la relation au travail a changé. On a besoin de compétences de manière beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible. Mais c'est aussi parce que le statut de freelance est en train aussi de se sécuriser. On voyait il y a quelques années avec l'apparition de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise qui a facilité l'accès sur le statut de freelancer. Nous, quand on a démarré, honnêtement, quand j'étais en société de service, on me disait, moi, un freelancer, c'est quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui a 10 ans de bouteille derrière lui et qui peut se mettre à son compte parce qu'il a atteint une expertise, parce qu'il a atteint un niveau de contact chez les clients qui lui permet d'avoir un portefeuille. Et c'était assez peu réservé finalement à des juniors sortis d'école, ce qui est plus le cas. Aujourd'hui, on a vu la population de freelanceurs, ne serait-ce que dans la communauté Comet, se rajeunir énormément parce qu'on a beaucoup plus de freelanceurs qui sortent d'école et qui se mettent
avec un statut micro-entreprise qu'il crée en une demi-journée. Parce que effectivement, il y a de plus en plus d'autodidactes aussi avec la formation qui a évolué sur le digital. Aujourd'hui, on a énormément d'écoles qui peuvent être remboursées par le Pôle emploi pour former sur les métiers, les métiers digitaux. Donc là, ça a boosté et on est sur une croissance assez forte puisque en France, on a vu entre 2008 et 2018 plus de 145% d'évolution sur cette population de freelanceurs. Donc nous, on est un peu, on est un peu on est un peu, cette proportion un peu diminuée par rapport aux US parce que les US ont un contexte différent et une relation au boulot différente. Mais on est en train d'être sur les pas des US. Et aujourd'hui, on représente quand même 11% de la population active française sont des freelanceurs. Et nous, on l'a vu très récemment, hein, puisque chez Comet, on est passé de 100 à 250 freelanceurs en mission en l'espace d'un an sur cette dernière année. Donc on sent que ça tire, on sent que les clients, et notamment, je ne vais pas spoiler le discours de Robin, mais notamment avec la crise de Covid, s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'encore plus de flexibilité dans le boulot et ce que le freelancing peut tout simplement apporter. Je te laisse prendre la main, Robin. Ouais, merci. Il y a une question de David. Est-ce que le problème ne viendrait pas plutôt des services RH? Les équipes services expriment un besoin, mais la réponse est encadrée, TJM, ESN référencé, etc. David, cette question, je vais y répondre durant ma présentation. Je ferai un focus spécifique. N'hésite pas à me relancer ou à rebondir si c'est pas assez complet par rapport à ta question. Mais c'était un des sujets que j'allais aborder. Les impacts du Covid, de la Covid, on ne sait jamais trop comment le prendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme le disait Valentin, il y a beaucoup d'articles qui vantent les mérites du monde d'après, entre guillemets, et de ce qu'on a pu gagner grâce à ce Covid et de faire en sorte qu'on en tire quelque chose de bénéfique. Et en effet, il y a des impacts positifs pour le monde du freelancing et pour, on va dire, le nouveau monde du travail tout court. Ce que disait notamment Satya Nadella, du coup le PDG de Microsoft, c'est qu'on a 2 ans de transformation numérique qui sont faits en 2 mois, notamment sur la partie télétravail. Le télétravail a été imposé de manière massive avec, comme en France on l'entend, le premier confinement notamment, et ça continue de durer. Et ce changement forcé alors a posé énormément de problèmes dans plein de structures, de mise en place, de matériel, d'infrastructures, de software, etc. Et néanmoins, aujourd'hui, ça a prouvé que le télétravail fonctionne, qu'il y a des études qui sont en train de sortir sur la productivité mesurée d'employés en full télétravail depuis quelques mois, qui sont plutôt très encourageantes et très positives sur le fait que, en fait, les employés seraient plus productifs en télétravail que sur site total. Et donc, cette démocratisation et cette popularisation du télétravail est un des gros avantages et points positifs pour le freelancing, car on le sait, aujourd'hui, dans la population freelance, il y a beaucoup de monde, enfin une part importante de cette population et des freelances, donc, souhaitent le faire de manière remote. Donc, à temps plein ou à temps partiel en remote. Et donc ça, c'est un point qui est assez important, c'est qu'avant, et là on le voyait encore avant chez des clients, mais le remote pour les prestataires entre guillemets ou les freelances était parfois complètement exclu, ou alors à hauteur de 1 jour maximum par semaine. Mais parce qu'en fait ils imposaient les mêmes règles aux prestataires que ce qu'ils imposaient à leurs employés, et le télétravail n'était pas du tout une solution envisageable. Et donc ça va permettre de vraiment démocratiser ça chez nos clients. On a plein de clients aussi qui au début étaient assez fermés à l'idée d'onboarder, de recruter un freelance directement en remote, donc que ce soit à la phase d'entretien ou même l'onboarding, donc les premiers jours, les premières semaines, etc. Et finalement, en fait, ils se sont rendus compte que ça se passait très bien, parfois mieux même que quand ils faisaient ça, en physique, parce que ça peut être aussi beaucoup plus efficace, hein, on n'a pas les temps de transport, etc. Et donc du coup, ça va vraiment changer demain. Ça le change déjà aujourd'hui, mais ça changera encore plus demain, dans le fait que
les clients étant beaucoup plus ouverts au remote, ça va permettre aussi aux freelances de pouvoir se positionner aussi plus naturellement sur certaines missions qui ne l'étaient pas avant et qui du coup vont matcher leurs critères et leurs conditions de réalisation de la mission. Donc ça, c'est un point qui est très important, même si on le sait, le full remote ne sera pas forcément la norme demain. Je pense qu'on se dirige plutôt vers une stratégie vraiment hybride, mais qui sera beaucoup plus, on va dire, où l'équilibre sera beaucoup plus en faveur du remote que du présentiel sur site. Donc ça, c'est quand même un point qui est vraiment hyper important. Le deuxième phénomène... Si je me permets de juste insister sur un point, je pense qu'effectivement, le Covid a permis beaucoup plus de le télétravail et l'autorisation du télétravail, et je pense qu'on va tous en bénéficier demain. Et je pense que ça a aussi changé quelque chose de très important, c'est la confiance qu'ont les grands groupes dans les populations en télétravail. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner, puisque en discutant avec beaucoup de grands groupes, les gens n'ont pas confiance. Les cadres dirigeants n'ont pas confiance dans le télétravail. Et je pense que ce que disait très bien Robin, c'est que ça va permettre de changer toute cette vision du télétravail qu'on avait jusqu'à là. Ouais, complètement. Mais la confiance, d'ailleurs, c'est pas que sur les prestataires, c'est surtout aussi c'est juste sur la question du management au global et qu'en effet, c'est le problème de confiance à la base qui est la défiance du télétravail. Le deuxième effet positif du Covid, c'est le côté, on se rend compte que la digitalisation, finalement, elle est encore plus nécessaire qu'avant. Elle a été imposée à plein de secteurs. On pense par exemple à la restauration qui, du jour au lendemain, a dû se mettre à faire du click and collect. Sauf que pour faire du click and collect, il y a déjà le mot click. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une interface web, digitale, etc., qui doit le faire. Alors, il y a des prestataires pour le faire, bien entendu, mais il y a tout ce phénomène-là, que ce soit sur l'e-commerce, etc., il y a eu un boom des services digitaux qui n'a fait qu'accélérer en fait cette transformation qui était latente et qui durait depuis des années et qui du coup impose et nécessite pour tous ces acteurs-là d'aller plus loin dans la digitalisation, d'aller plus loin dans la révolution technologique, alors qu'il y a un mot assez vulgaire pour parler juste de changement technologique et de business model. Et donc, du coup, ça ouvre encore la voie au fait que pour faire ces opérations-là, ces transformations-là, le besoin de ressources humaines et le besoin de talent est d'autant plus nécessaire et davantage nécessaire encore qu'avant. Et qu'aujourd'hui, ça bénéficie au freelancing puisque on le sait, notamment sur les métiers de l'IT et du digital, le gros des talents, de l'expertise se trouve en freelance aujourd'hui et se trouve plus dans les sociétés de services traditionnelles type ESN, dans les agences ou directement en CDI chez les clients au final. Donc ça, c'est vraiment les gros impacts positifs, c'est que ça va démocratiser les façons de travailler qui sont déjà la norme aujourd'hui des freelances dans les grands groupes, et en plus, avec un besoin de digitalisation et de transformation qui est encore plus présent. Par contre, pour ce qui est des impacts négatifs, Valentin, tu peux peut-être passer à la slide d'après. Ouais, pardon. Il y a quand même des impacts négatifs sur du Covid et il faut en parler parce qu'il faut pas mettre les lunettes roses tout le temps et voir que le positif. L'impact négatif, c'est qu'il y a eu en 2020, à un instant, alors c'est quelque chose qui est déjà en cours de résorbage, si je puis dire comme ça, mais c'est qu'à un instant, il y a eu des coupures budgétaires assez importantes de la part des clients sur des projets de transformation, des projets digitaux, etc., qui ont fait que forcément, à un moment, la demande de talent et la demande de mission, elle a fortement chuté de la part des clients. Et donc, ça a aussi impacté le monde du freelancing parce qu'il y avait pas mal de cette prestation qui était trustée par des freelances. Pas forcément par Comet, on le verra après, mais plutôt par des freelances qui étaient en mission via des ESN, via des sociétés de portage, etc., etc. Donc forcément, ça a eu un impact avec des craintes de la part de la population freelance qui sont bien normales. C'est notamment la perte de clients et qui est combinée au fait de trouver des nouveaux clients. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où on va dire la pénurie est toujours aussi importante et qu'il y a plus de demandes de missions que de personnes capables de réaliser ces missions-là, si vous perdez une mission, vous savez que très facilement, vous allez pouvoir en retrouver une.
Donc là, le fait de la crainte de perdre une mission, donc là, en fait, les chiffres que vous voyez, c'est une analyse qui a été faite auprès d'un sondage qui a été fait auprès d'une population freelance sur les craintes dues au Covid sur leur vie professionnelle. Et donc, c'est vraiment de se dire, il y a une crainte de perdre les missions et en plus, il y a une forte crainte de pas forcément retrouver tout de suite. Donc, c'est le double effet ciseau qui fait peur. Et donc, du coup, beaucoup de freelances se sont posé la question, ou d'ailleurs où on sautait le pas, de repasser salarié à cette période pour aller rechercher de la sécurité à un moment où, pour le coup, la sécurité n'était pas forcément. Donc ça, c'est quand même les impacts assez négatifs du marché, c'est que ça a baissé de manière temporaire la demande de missions et donc forcément, ça a eu des répercussions sur les missions de certains freelances qui ont été arrêtés, décalés, maintenus. Il y a aussi eu, bien sûr, des clients qui ont eu, alors nous, on l'a vécu chez Comet, mais des clients qui ont voulu négocier à la baisse, du coup, les prix des prestations, baisser le rythme d'intervention, etc. Mais du coup, si on regarde l'impact chez Comet et donc ce qui s'est passé pour nous, et c'est surtout les leçons qu'on va en tirer, et du coup ça répondra à ta question David, c'est que ce qui est hyper impressionnant chez Comet, c'est qu'on n'a perdu aucune mission à cause du Covid en 2020. Donc aucune des missions que l'on avait en cours n'a été arrêtée à cause du Covid en 2020. Et on a fait x2,5 sur notre chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les missions que l'on va adresser chez nos clients sont suffisamment prioritaires, stratégiques, pour que ce ne soit pas des projets, des missions qui aient été dans la balance d'un arbitrage économique au moment du Covid. Et donc ça, c'est déjà un point important, c'est qu'on intervient sur des sujets qui sont prioritaires et stratégiques chez nos clients. Et ça, c'est aussi dû à la qualité des freelances. C'est-à-dire que ils savent aussi que les freelances qu'ils ont réussi à sourcer via Comet, qui ont un certain niveau d'expertise, et qui sont à un prix de marché et qui du coup ont un rapport qualité-prix entre guillemets qui est excellent, ils savent que retrouver une telle ressource, s'ils l'arrêtent aujourd'hui et qu'ils doivent la reprendre dans 2 mois, parce que c'est juste une question budgétaire, en fait, ça va engager des coûts qui vont être peut-être plus importants et un coût d'opportunité manqué qui va être trop important. Et donc, du coup, ils préfèrent ne pas arrêter ces missions. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très rassurant pour nous, alors chez Comet, mais du coup aussi pour les freelances de notre communauté, c'est que les missions sur lesquelles on intervient sont stratégiques chez nos clients, qu'on a un niveau d'apport de valeur ajoutée qui est très fort et qui du coup n'ont pas été arrêtés à cause du Covid. Ils ont plutôt été cherchés à arrêter des missions, des gros projets qui étaient peut-être moins prioritaires, avec moins d'impact. Et donc faire des économies, notamment fortement chez les ESN. Quand je vous dis que nous, on n'a eu aucune mission d'arrêter, les ESN, ils se retrouvaient avec plutôt entre 30 et jusqu'à 60% de missions arrêtées du jour au lendemain pendant le premier confinement. Donc c'est assez énorme. Et ça, en fait, ça vient d'un changement, mais surtout d'une prise de conscience de la part des achats justement au moment où ils se sont retrouvés au premier confinement et dire ok, on va devoir faire des très grosses économies, et en fait ils ont aussi eu une prise de conscience du fait qu'il y avait peut-être des projets sur lesquels il y avait des investissements financiers qui étaient énormes avec des interventions de dizaines voire de centaines de salariés de SN sur des sujets qui n'étaient pas forcément prioritaires ou qui ne devaient pas forcément être priorisés, et du coup ça a aussi un peu rebattu les cartes sur le rang des fournisseurs. Pour vous expliquer très rapidement, mais un client grand compte aujourd'hui va avoir une stratégie de massifier ses fournisseurs en disant plutôt que de travailler potentiellement avec tous les fournisseurs de la place, je vais en avoir 10, 15, 20, 30 qui sont référencés, avec qui je vais négocier un contrat cadre qui va me permettre d'avoir des prix entre guillemets plus bas, parce que je vais leur garantir du volume. Donc ça, c'est une tendance qui va se renforcer grâce au Covid, mais qui du coup a aussi rebattu les cartes. Avant, où Comet était un fournisseur d'expertise, là où certains autres n'y arrivaient pas, Comet vient plutôt sur le devant du marché en tant que freelance en disant en fait les freelances sont aujourd'hui capables d'apporter énormément de valeur sur plein de projets et vont délivrer beaucoup mieux, vont avoir un porté prix beaucoup plus intéressant que nos grosses sociétés référencées type Capgemini, Accenture, etc. Donc ça, c'est vraiment un point, un enseignement très intéressant et une énorme opportunité pour nous. Pour vous donner un exemple, depuis juin 2020, on a été sollicité en direct par une dizaine de grands groupes qui veulent rentrer dans des processus de référencement avec nous,
pour venir du coup justement pouvoir sourcer des freelances. Vous imaginez bien notre plaisir de recevoir ce type de sollicitations, parce que d'habitude on va plutôt les chercher et ça prend un peu de temps d'aller les chercher. Donc ça c'est vraiment un vrai phénomène. Il y a une vraie prise de conscience de la part des achats sur le fait qu'il faut travailler avec des freelances. Ils n'ont plus le choix, que l'expertise elle se trouve là, qu'en plus en termes d'achat social, enfin de responsabilité sociale des achats, on est sur un sujet qui est vu qu'on prône la transparence, la sécurisation des contrats, etc. C'est aussi une des grandes tendances du monde achat d'aujourd'hui, et donc ça conforte notre positionnement et notre stratégie grand groupe. Ouais, pardon. Je voulais juste rebondir, Robin. Vas-y. Ouais, je voulais juste rebondir sur tout à l'heure, effectivement, le fait qu'on ait perdu aucune mission chez nos clients sur l'année 2020. C'est le cas. En revanche, effectivement, on a vu un transfert des missions chez certaines industries. Je m'explique. Chez Renault, qui était un grand client chez nous, bon, bah, vous l'imaginez que pendant le Covid, ils ont été très durement touchés, ont quasiment stoppé, en tout cas, toutes les nouvelles prestations. En revanche, le monde bancaire et assurance, donc on en reparlera dans une autre slide sur les tendances un petit peu du marché, mais ça s'est transformé. Donc en fait, notre portefeuille de clients s'est quand même transformé et a basculé d'un modèle où on était quand même très présent chez Renault, et on a basculé plutôt sur le monde banque et assurance, où là, ça tire beaucoup, et notamment là, on a des comptes type BPI, BNP et ESG qui en ce moment tirent beaucoup parce que ces groupes-là sont un peu moins impactés par leur Covid, par le Covid, et parce que le domaine d'activité de la l'ASG ou du monde bancaire, c'est l'IT, et donc c'est leur cœur métier. Donc elles sont pas arrêtées de commander des prestations. En revanche, elles se sont rendues compte encore plus de l'importance de la flexibilité du travail, et donc de la prestation. Voilà. Donc on a vu quand même un transfert des activités et de la répartition des industries chez nous, quoi. Juste pour prendre les questions, Valentin, je commencerai les réponses et je te laisserai compléter si besoin. Ouais. Il y a Nicolas qui nous demande, il y a une baisse de la demande en ce moment, mais est-ce qu'on s'attend à un retour à la normale post-Covid ou carrément une augmentation, ou alors est-ce qu'on n'en sait rien? En fait, clairement, on en sait, globalement, on n'en sait rien. On n'a pas malheureusement de boule de cristal pour l'avenir. Ce qu'on sait, c'est que les budgets côté IT et digital dans les grands groupes n'ont pas été drastiquement réduits. Il y a des investissements qui ont été, on va dire, gelés, qui devaient avoir lieu et qui n'auront pas forcément lieu. Donc la croissance de ces budgets va être un peu freinée sur cette année, mais n'ont pas été drastiquement réduits. Donc on ne va pas assister à une baisse de 20-30% par rapport à 2020 ou 2019. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comme je te le disais, il y a une vraie prise de conscience de la part des services achats des grands groupes sur le fait qu'il faut travailler avec des freelancing. Et donc, du coup, même si les budgets restent ISO, la part de marché du freelancing va grimper dans les grands groupes. Et donc, du coup, il va y avoir pour nous une capacité de croissance très importante sur cette année. Pour vous donner un exemple, Comet a pour ambition de doubler son chiffre d'affaires en 2021. Donc du coup, et pour l'instant, les premières tendances de ce premier trimestre, c'est que ça se passe bien. Il y a une vraie reprise de la part de nos clients sur le volume de missions qui nous sont confiées depuis janvier, qui est très encourageant et qui justement nous conforte dans l'idée qu'on va réussir à tenir nos challenges et nos ambitions de croissance. Ouais. Moi, je compléterai, je serai un poil plus. Enfin, j'ai pas de boule de cristal non plus. En revanche, je pense que les planètes sont en train de s'aligner. On parlait tout à l'heure du télétravail, de la demande de plus de flexibilité chez les clients, le fait que, bien évidemment, a priori, avec le vaccin de la Covid, toutes les industries devraient sortir la tête de l'eau, et donc avec des reprises de projets. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une reprise de la demande. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y aura une reprise plus conséquente qu'avant le Covid, de par les changements de fond dans les façons de travailler des grands groupes.
et notamment la digitalisation. On parlait tout à l'heure effectivement que je crois que la part du e-commerce était espérée en 2024 à 24%. C'était pile poil le bon chiffre. Avec le Covid, on est passé à 33%. Donc cette digitalisation dans le secteur du e-commerce et de la vente en ligne, là on parle d'une industrie, mais elle est en train de se passer sur beaucoup d'autres industries. Donc moi j'ai bien l'impression qu'on va avoir un effet positif de ce Covid, quoi. Merci. Il y avait une autre question de Jackie qui nous demandait combien de clients recherchent, acceptent le 100% remote en dehors des périodes de confinement. En fait, ce que l'on constate, c'est que chez les startups PME, le 100% remote est, on va dire, accepté à 80-90% du temps en dehors des périodes de confinement. Surtout que souvent, ce sont des missions qui sont plus courtes. Donc, c'est vrai que ça a tendance à accélérer ce phénomène et à l'augmenter. Chez les grands comptes, on va dire qu'en dehors de période de confinement, on est plutôt aux alentours de 20% qui acceptent le 100% remote. Ça, c'était avant ce qu'on a connu et la Covid. Je pense que sincèrement, ce chiffre va pouvoir monter à 50%. Alors, peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a premier phénomène qui est bien entendu le fait comme l'expliquait Valentin tout à l'heure, c'est qu'il y a une confiance qui a été prise dans le fait de travailler avec des gens à distance, en full télétravail, qu'il y a plein de groupes où en fait déjà il va y avoir ce modèle hybride aussi de télétravail demain, et donc du coup les managers qui géreront les prestations eux-mêmes seront souvent en télétravail 2-3 jours par semaine, donc ça va vraiment pouvoir décupler ça. Et le deuxième phénomène qui est assez important aussi, c'est que le 100% remote permet aussi, dans les recherches de nos clients, d'aller chercher un panel déjà beaucoup plus important de profils. Parce qu'en fait, si vous vous limitez par exemple à la région lilloise, parisienne, etc., vous allez toucher une partie de la communauté. Et donc, du coup, vous allez, in fine, déjà limiter votre champ de recherche et donc la capacité, entre guillemets, de trouver chaussures à votre pied. Deuxième point, donc ça permet d'élargir et de trouver des meilleures solutions. Et souvent, en plus, il y a souvent un effet que les missions en 100% remote, les freelances, souvent baissent un petit peu leur prix en étant en 100% remote parce qu'ils acceptent, souvent ils baissent un petit peu leur prix parce qu'ils veulent vraiment ce côté 100% remote. Et donc, du coup, c'est aussi un argument pour les clients d'aller chercher du 100% remote pour avoir un phénomène un panel de potentiels candidats qui est très large et qui du coup va mieux répondre à son besoin et souvent à un prix peut-être qui peut être un peu plus compétitif. Pour petite précision, chez Comet, nous ne faisons travailler que des freelances qui ont une société immatriculée en France. Donc on ne fait pas du tout d'offshoring à l'étranger. Je vais répondre je vais répondre sans répondre à une question de Yann Fon sur effectivement le CA attendu en 2020-2021. Bon, ça, c'est des questions auxquelles on peut difficilement répondre dans le sens où, comme vous pouvez le savoir, Comet rentre et rentre dans des stades où on a des tours de table qui devraient arriver, donc des levées de fonds. Donc, c'est des questions auxquelles malheureusement on peut pas répondre. Vous avez à peu près les croissances, la perspective de croissance. En revanche, sur les montants, je pense que ça vous aidera pas, ça vous indiquera pas grand chose, mais en tout cas, en ce moment, on communiquera pas dessus. On a une question aussi de Damien qui demande: les missions ne sont-elles pas trop souvent orientées techniques, un dev Java pendant 6 mois par exemple, plutôt qu'un objectif business, gagner 10 clients en 3 mois ou réduire le temps d'exécution par 3, ce qui présente une plus grande ouverture dans la résolution de problèmes? Alors si complètement, les missions que l'on nous confie sont des missions ce qu'on appelle du coup d'assistance technique, où en fait l'objectif final, métier, business, alors déjà, soit parfois il n'est pas du tout défini, ce qui du coup peut être déjà un problème pour le client, mais surtout c'est plutôt vraiment un besoin
entre guillemets de main d'œuvre sur un sujet, sur une expertise technique, etc. Donc souvent les missions qu'on nous confie, c'est vraiment je cherche un dev Java pendant 6 mois à tel prix environ, qui va intervenir sur tel site. Et il faut qu'il vienne sur site par exemple 2 jours par semaine. Les grandes tâches de la mission vont être celles-ci et je veux qu'il ait un niveau d'expérience de 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est vraiment le contexte que l'on nous donne. Après, il y a aussi un côté où là, l'agilité rentre vraiment là-dedans. C'est que les specs, en général, sont faites conjointement entre le métier et le produit. Et donc, après, ils vont chacun avoir des métriques qui vont être très spécifiques en fonction des projets, etc. Mais c'est vrai que la mission telle qu'on nous les présente sont très techniques et les présentations sont très techniques. On nous parle peu souvent des objectifs business relayés derrière ces missions. Certains clients le font, mais c'est des clients qui sont assez matures sur ces problématiques digitales et techniques. Il y a une question de Mathieu. En tant que freelance, du coup, est-ce que vous conseillez de passer en 100% anglais pour adresser un marché mondial ? Alors, pourquoi pas complètement. En fait, déjà, il faut savoir que dans les grands groupes, notamment les parties IT, Dev, etc., l'anglais est souvent un prérequis assez important parce que les équipes s'inscrivent dans des contextes globaux avec potentiellement des partenaires qui ont des plateaux à l'étranger, etc., et aussi des collègues en fait qui ont des bureaux à l'étranger. Après, pour adresser un marché mondial, oui, c'est possible. Alors, Comet ne le permet pas aujourd'hui. Nous, on n'a que des clients aujourd'hui qui sont français pour des missions en général basées en France. Demain, potentiellement, on aura la chance d'aller à l'étranger et du coup de faire travailler des freelances français sur des missions à l'étranger. Mais oui, c'est complètement possible. Après, pour adresser un marché mondial, il y a aussi la question du tarif, hein, parce que on va dire que pour les US, peut-être que nos TJM sont entre guillemets un peu plus faibles. Pour les autres marchés, en général, on va être dans des TJM un peu plus hauts et localement, ils vont avoir des TJM un peu plus compétitifs. Donc, c'est un peu toute cette question-là à voir, plus la gestion après, bien entendu, du 100% remote, bien entendu, mais surtout du décalage horaire, qui est pour le coup là une autre question que le 100% remote, parce que ça pose des questions après sur les routines d'équipe externe. Ouais, mais c'est pour répondre à la question plus précisément sur l'internationalisation de Comet, c'est quand même un sujet de 2022 d'aller ouvrir d'autres pays. Donc c'est à l'étude. Ce qu'on veut, c'est être suffisamment présent et fort en France pour ensuite aller dans d'autres pays. À l'inverse, on ne veut pas précipiter cette internationalisation. Parce qu'on le voit quand on précipite les choses, c'est souvent, on revient souvent en arrière. Donc on veut prendre notre temps, être suffisamment strong dans nos process et dans la qualité des missions qu'on peut vous apporter. Et puis bien entendu, ça sera un sujet pour 2022. Et pour l'anglais, je réponds rapidement parce qu'après il faut qu'on avance sur la présentation. On répondra à vos questions juste après la présentation. Tous les domaines type déjà luxe et bancaire demandent de l'anglais déjà très majoritairement. Donc oui, c'est un conseil, c'est de se mettre de mettre son profil en anglais parce qu'il y a des comptes qui le demandent d'office, quoi. Donc, Robin, je te laisse continuer. Oui, complètement. Du coup, par rapport à tous les impacts dont on a parlé rapidement du Covid sur Comet, la stratégie, ce que nous on a mis en place du coup pour pallier à ça et pour en tout cas s'engouffrer dans la brèche, c'est que la stratégie, le changement de stratégie, il intervient beaucoup chez les clients et donc du coup on continue de pousser chez les clients, les évangéliser, notamment les services achats sur le fait de pouvoir sur le fait d'accélérer vers le freelancing, de massifier leurs achats et de le faire de manière, on va dire, transparente, avec un cadre, on va dire, d'achat social qui est très important. Et ça, du coup, ça passe aussi par la diversification de nos offres, où on a l'offre sourcing, qui est en soi le fait justement un client recherche un profil, Comet va le sourcer parmi sa communauté de freelance et bien entendu après s'occuper de toute la partie contractualisation administrative, etc. pour faire la mission, contractualiser et après faire le suivi de la mission au quotidien. On a aussi du coup développé ce qu'on appelle le portage, qui est de dire en fait
soit le client connaît déjà un freelance avec lequel il veut travailler et il ne peut pas contractualiser avec ce freelance en direct, et donc du coup, on va utiliser le contrat de Comet pour le faire, soit un freelance, donc vous, si jamais ça peut vous intéresser, vous connaissez un client, vous êtes mis d'accord sur le fait de travailler et de faire une mission ensemble, et vous ne pouvez pas contractualiser en direct avec lui, donc du coup, nous, on est capable de vous faire un contrat et de vous porter par ce biais de contractuel, et de faire en sorte que vous puissiez réaliser votre mission dans les meilleures conditions et dans les mêmes conditions que si on vous avait sourcé pour une mission Comet. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est que Freelancer First, Valentin l'a dit au tout début, c'est la genèse de Comet. C'est pour ça qu'on s'est créé. Ça reste pour ça qu'on se crée, et toutes nos actions sont tournées vers les freelances. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on le sait, c'est un marché pénurique, et donc on a besoin de vous aussi pour travailler et faire en sorte de grandir ensemble. Et donc du coup, toutes nos actions sont envers les freelances, et vous le verrez, il y a plein de choses qui vont arriver d'ailleurs pour la communauté des freelances Comet, qui vont être mises en place notamment par Chloé, qui vous répond d'ailleurs aux questions sur le chat en direct aussi. Mais du coup, il y a plein de choses qui seront à venir pour vous et pour la communauté des freelances. Et enfin, il y a un dernier point, c'est qu'avant l'international, on a aussi décidé de regarder d'un peu plus près au sein de l'Hexagone pour se développer. Et donc, on fait déjà des missions un peu partout, mais on veut avoir un ancrage local plus fort, parce qu'on le sait, le fait d'aller chercher des missions, d'avoir une vraie communauté de freelance sur place, etc., ça passe aussi par le présentiel, par l'ancrage local. Et donc, du coup, on a ouvert un bureau à Lyon depuis début février, et on a l'ouverture d'un bureau à Lille qui est prévu dans les toutes prochaines semaines, et dont je serai justement en charge d'ailleurs. Donc si vous êtes dans la région lilloise, ou vous voulez recommander des amis dans la région lilloise, n'hésitez pas à leur donner mes coordonnées, je serais ravi d'en parler avec eux. Ça roule. Donc, juste pour vous revenir sur le focus des offres, parce que souvent, c'est un peu plus flou de votre côté, parce qu'on communique bien côté client et côté communauté. Pour vous, c'est assez transparent. Mais du coup, on a 3 offres. On a Boost, qui est notre offre de référence, où là, on vient vous solliciter sur des missions. On a Connect, où là, c'est vous qui avez une mission, mais vous ne pouvez pas travailler en direct avec le client, donc on peut vous porter. Et il y a Fleet, très teinté start-up et PME pour des développements de MVP. C'est une offre qui est peu représentée encore dans nos missions. Et donc là, c'est des offres avec engagement de forfait, donc engagement de résultats, donc on monte des équipes de freelanceurs pour réaliser des projets au forfait, notamment dans le développement de MVP pour des startups. Les tendances chez Comet, alors très rapidement, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on a des clients très représentés chez Comet. Je pense alors on a groupement les Mousquetaires, on a BNP, on a Allianz, on a Renault, on a GRT Gaz, qui sont aujourd'hui les clients phares de Comet. On a bien sûr un autre gros quart qui représente tous les autres clients. Et on voit bien, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a vu un transfert un petit peu de croissance de nos clients. Renault, qui représentait énormément chez nous, a effectivement réduit la voilure au profit de groupes plutôt assurantiels et bancaires. Et au niveau des expertises, alors vous savez que contrairement à d'autres plateformes, Comet est spécialisé sur les métiers tech et data. On fait uniquement ces métiers-là. On ne fait pas de marketing, on ne fait pas de communication. Donc, on s'est ouvert très récemment sur la partie chefferie de projet, product management et design. Mais les métiers les plus représentés, c'est vraiment la partie full stack développement, back-end et front-end. Et puis après, il y a tout le pôle data, mais on reste quand même sur ces expertises métiers très tech, même si, pour répondre peut-être aux questions qui arriveront, nos ambitions, c'est potentiellement de s'ouvrir aussi à d'autres expertises. Mais là, on reste toujours sur le même process et la même méthodologie. On parlait tout à l'heure de l'ouverture à l'international.
et qu'on veut y aller pas à pas, être bon sur ce qu'on fait et ensuite aller développer ça dans d'autres pays. Ce qu'on veut faire sur les expertises, c'est exactement la même chose. C'est être pertinent et efficace chez nos clients sur les métiers tech, les métiers du départ. Mais bien évidemment, l'objectif, c'est d'aller ouvrir d'autres verticales sur d'autres métiers quand on sera suffisamment bon, préparé et que l'onboarding de ces freelancers-là dans notre produit sera bien peaufiné. Donc voilà, mais c'est quand même nos ambitions d'aller sur d'autres métiers. Freelancer First, là, c'est une petite slide pour rappeler effectivement les avantages que vous avez, puisque là, dans ce webinaire, la majeure partie d'entre vous sont des freelanceurs, les avantages que vous pouvez avoir à être dans la communauté Comet. Vous êtes, je pense, tous sur le Slack, donc ça, c'est déjà un premier avantage parce que on connaît les difficultés d'un freelanceur à justement pouvoir échanger avec des pairs parce que, bah, effectivement, on peut changer de mission en mission. On n'a pas finalement, c'est difficile de lier des liens avec des collègues. Donc, nous, la première chose qu'on a fait quand on a créé Skilly à l'époque, c'est de créer ce Slack-là pour que vous puissiez échanger quotidiennement sur vos difficultés, sur vos problématiques. Et ça, c'est une de nos plus grandes réussites, c'est d'avoir réussi à justement faire ce Slack vivant que vous pouvez voir directement et toutes ces discussions qui émergent de ce Slack quotidiennement, quoi. Bien entendu, c'est le paiement garanti à chaque fin de mois pour vous éviter d'avoir ce délai de paiement. Ça aussi, ça a été une des premières choses mises en place chez Comet. Et puis, bien évidemment, tous les avantages négociés qu'on a. Donc là, je sais que vous êtes souvent en contact avec Louis et Chloé, qui sont les représentants côté Comet de l'animation de la communauté de freelanceurs et qui négocient quotidiennement chez vous des nouveaux avantages, des nouveaux perks, des nouveaux unfair pour vous dans tous les domaines. Donc on parle là, il y a quelques exemples, hein. En bas de la plage, il y a Wojo qui est un espace de coworking, mais vous en avez plein. Et donc le but, c'est qu'effectivement, on puisse négocier des avantages pour vous. Et donc ça, c'est le job de Louis et Chloé. C'est eux aussi qui organisent ces webinars. Donc voilà, donc on travaille. Donc il y a aussi une chose qui peut venir de vous et qui doit venir de vous. Et vous pouvez, on est tous disponibles sur Slack. Vous pouvez me pinguer sur Slack pour dire, bah tiens, voilà, moi j'ai tel problème, je voudrais tel avantage ou je souhaiterais avoir tel avantage. C'est des choses que on est preneur et le but c'est qu'ensuite avec la force de Comet et de sa communauté c'est d'aller négocier pour vous des avantages. Donc là nous on est très preneur de ça. Il nous reste 7 minutes. Il y avait deux questions, enfin 3 questions qui restaient encore en suspens. Il y en a 2 qui se rejoignent. Et la première, c'est une question d'Hassan qui nous demande, on a remarqué une baisse des TGM pendant le Covid. Est-ce que vous pensez que les TGM vont revenir à la normale après le vaccin? Alors en fait, nous, ce qu'on a remarqué pour le coup, Hassan, sur nos métiers, etc., c'est qu'en effet, sur certains métiers et certaines, en fait, on va dire, technologies qui sont, on va dire, les plus courantes. Et donc là où il y a le plus de personnes qui sont susceptibles de réaliser l'émission, il y a eu forcément une baisse un peu des TJM, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Vu qu'il y avait plus de personnes qui étaient capables de réaliser l'émission, il y a eu entre guillemets, un dumping à la baisse des TJM. Et donc ça, oui, ça reviendra après, mais ça reviendra que si cette compétence-là redevient un petit peu pénurique sur le marché. C'est toujours le jeu du freelancing et de la pénurie, c'est que ça reviendra, mais en fonction de la pénurie qu'il y a sur le marché. À l'inverse, les technologies qui étaient déjà hyper pénuriques avant le Covid, sur ces métiers-là, donc je pense par exemple à des DevOps cloud, que ce soit AWS ou Azure, qui sont aujourd'hui des profils qui sont très très demandés et qui ne sont pas si courants que ça sur le marché, notamment avec les certifications, etc. Eux, pour le coup, leur TGM n'a pas diminué, puisque la demande est toujours très très forte et le volume de profils est capable de réaliser des missions est toujours assez faible. Donc c'est vraiment le côté pénurie et rareté qui vient faire ça.
Je, Ouais. je me dépêche parce qu'il y a encore d'autres questions et j'essaie de satisfaire tout le monde, mais il y a une question. Moi, je voudrais juste compléter sur cette question-là. C'est certain que les grands groupes peuvent utiliser le Covid pour baisser les taux journaliers parce que, comme disait très bien Robin tout à l'heure, le marché s'est inversé pendant ce laps de temps. C'est-à-dire qu'il y avait plus de ressources disponibles sur le marché et moins de demandes. Donc, les achats des grands groupes étaient en, et avaient plus de force pour pouvoir négocier ces taux-là. Donc, bien évidemment, ça dépend des groupes, ça dépend de votre profil, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça va se réinverser bien entendu, post-Covid, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer parce que dans les périodes de crise, les achats gagnent en puissance, quoi. Ouais. Il y avait une question qui était sur notre positionnement vis-à-vis de certains de nos concurrents, comme Malte, TopTal, etc. En tout cas, dans la valeur ajoutée qu'on va avoir. Globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a tous des positionnements qui sont un peu et légèrement différents. Je vais vous expliquer plutôt le positionnement de Comet par rapport aux autres, mais sans forcément juger ou critiquer les autres. Hein, c'est pas l'objet de ce webinaire, bien entendu. Globalement, Comet, on est une plateforme qui est spécialisée dans l'IT. Donc, déjà, ce qui veut dire deux choses, c'est que toutes les missions qu'on va vous envoyer déjà seront complètement dans votre périmètre, mais surtout que nos clients nous reconnaissent pour cette expertise-là. Et donc, du coup, on va avoir un volume de missions sur ces expertises qui va être assez important chez nos clients, parce qu'on va être considéré comme un fournisseur de premier rang sur ces problématiques-là. Donc, on va vraiment réussir à capter toutes les missions sur ces métiers-là. Donc ça, c'est un point qui est très important. Deuxièmement, Comet est une plateforme fermée. C'est-à-dire que personne ne peut avoir accès à votre profil Comet en dehors des personnes qui travaillent chez Comet dans l'objectif de vous placer sur une mission. Donc ça veut dire que ça peut aussi vous permettre, alors il y a un inconvénient, c'est que ça n'est pas une vitrine vers le monde ouvert, on va dire. Par contre, le gros avantage aussi, c'est que ça peut vous éviter pas mal de sollicitations externes qui ne seraient pas forcément filtrées pour vous. À l'inverse, nous, toutes les sollicitations qu'on estime intéressantes pour votre profil, on va vous les donner. Donc, elles sont préfiltrées par rapport à ce que vous savez faire et ce que vous voulez faire et aussi à comment vous voulez le faire, que ce soit les conditions de travail, le TGM, etc. Donc, ça, c'est aussi un point qui est très important. Et donc, pour vous, c'est aussi ce côté filtre. Il y a l'aspect communauté et tous les avantages dont a parlé Valentin juste avant, qui est aussi un point très important pour vous. Sachez que pour ceux qui n'ont jamais fait de mission avec nous, par exemple, de manière automatique, Comet vous paye à 5 jours, fin de mois, les prestations réalisées au mois d'avant. Donc, ça, c'est quand même des points qui sont hyper importants. Et un des points aussi différenciants qui est très important à retenir, c'est que on a développé en interne notre propre techno, notre propre outil. Au-delà de se dire qu'on a fait ça et qui est très bien, c'est surtout que l'énorme avantage, c'est que côté client, ça nous permet d'être très très pertinent dans les réponses, puisqu'on va avoir un algorithme en fait de matching qui vient vraiment prendre les critères de la mission et les critères des freelances pour les matcher. Et surtout, on va répondre de manière ultra rapide. Et donc, ça permet d'avoir des cycles de recrutement qui sont super rapides côté client. Pour vous aussi, côté freelance, qui sont très rapides. C'est-à-dire qu'on est capable de vous donner des réponses assez rapidement, de vous positionner assez rapidement sur l'émission. Et donc, ça vous permet aussi, quand vous êtes dans votre laps de recherche de temps, de mission, et qu'il y a un laps de temps une fois dans l'année ou une fois, 2-3 fois dans l'année, on est aussi capable d'être hyper agile et hyper rapide. Et le dernier point, c'est l'humain. C'est que clairement, chez Comet, ça a été au cœur de notre relation. Donc, chaque client va avoir un commercial dédié qui va super bien connaître le client, les opérationnels, les problématiques, etc. Qui va connaître tous les freelances en cours et qui va en cours de mission et qui va les suivre. Et du coup, vous avez aussi ce point de contact quand vous êtes en mission avec nous. Et quand vous n'êtes pas encore en mission avec nous, vous avez tous les autres points de contact. Donc, on a Chloé et Louise qui s'occupent justement de la communauté, Raphaël de la partie admin. Et on est en train de recruter des gens aussi sur cette partie-là, sur la partie communauté, pour continuer à vous accompagner au quotidien et de manière, on va dire, avec une forte proximité. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que attendez-vous à être plus sollicité encore cette année, puisqu'on a quand même un plan de recrutement assez costaud, notamment des commerciaux. On recrute 20 commerciaux cette année pour justement booster. On a des belles victoires. Là, on a été référencé dans le groupe La Poste en février, qui va aussi énormément nous apporter. Donc ça, c'est on sent qu'il y a une dynamique du marché et notre objectif, c'est justement de vous fournir des missions en continu
des missions en continu. Donc ça, c'est notre bataille quotidienne. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je vois que David est en train de taper, mais je ne sais pas s'il y a une question à venir ou non. Et s'il n'y a pas d'autres... Ah, pour ceux qui potentiellement se penchent sur les missions à l'étranger, ça marche très bien, mais les garanties de paiement sont très loin. De Comet, par exemple, difficile d'avoir une RC Pro en dehors de l'UE. En cas de problème légaux, c'est compliqué. Ouais, effectivement. Effectivement. Et pour répondre justement à la question sur les UK, c'est un des pays ciblés pour notre expansion à l'international. Donc, bien évidemment, ça, c'est dans notre stratégie, dans notre stratégie à venir. Et du coup, est-ce que vous pourriez fournir des chiffres sur les technos les plus demandés par les clients pour choisir sur quoi se diriger? Là, je peux te répondre directement. Étant donné que les expertises sont quand même très développement, alors je ne sais pas dans quelle expertise tu te situes, Nicolas, mais ce qui tire en ce moment, alors après ça dépend de la typologie des clients, mais étant donné qu'en ce moment c'est les clients bancaires qui tirent, on a des technos type Java, Angular qui sont assez demandés. React sont les technos les plus demandés chez nous en ce moment, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas donc si c'est dans ton expertise ou non. N'hésitez pas aussi à répondre au petit sondage dans l'onglet du chat en haut à droite pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et savoir si on réitère l'expérience, etc. Eh ben, c'est super. Merci en tout cas. Et je suis en dev, donc parfait pour la réponse. Bah, écoute, je suis Merci. ravi. Non, écoutez, bah, merci à vous. N'hésitez pas, comme je vous dis, vous pouvez nous contacter. On est quand même très disponible sur le Slack. Le but, c'est que on soit proche de vous pour qu'on façonne Comet à votre image. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.